Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Cette semaine, on reçoit un de mes très bons amis, Miguel Souza, président de Ambionnaire, et il va nous parler de son histoire hyper inspirante, de son départ du Portugal à la création de la firme. J'aimerais remercier nos commanditaires. Tout d'abord, La Joie, qui nous permet de créer ce podcast-là, qui est un agent manufacturier en équipement de plomberie, autant résidentiel que commercial. Vous pouvez les contacter. Il y a des chances qu'on se rencontre là ou qu'on se parle là. Et j'aimerais remercier également Bugatti, qui nous permet d'offrir des cadeaux à nos invités. Donc, sur ce, bon podcast! Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Bonjour Miguel, merci d'être là. Tout d'abord au podcast Au-delà des plans. Ça fait plaisir que tu aies accepté mon invitation. Ça fait quelques années qu'on se connaît. Fait que tu peux-tu te présenter pour que les gens te connaissent un peu? Ben oui, certain. Mais premièrement, merci Bruno de l'invitation. Je suis vraiment content d'être là et pouvoir partager avec toi. Donc, je m'appelle Miguel Souza, je suis portugais d'origine. J'ai maintenant 42 ans. 21 ans vécu au Portugal, 21 ans vécu au Québec. Donc, je suis comme un petit Minuit. Okay. Un côté portugais puis un côté québécois, américain du Nord, là, on va dire comme ça. J'ai fondé une compagnie qui s'appelle Ambionnaire. On va en parler plus longuement. Exact. Très important, j'ai 2 enfants, mais ma conjointe avec qui je suis depuis 6 ans maintenant a 3 enfants. Donc, ensemble, on a 5 enfants qui sont devenus quand même... sont presque des adultes. Là. C'est des ados... des adultes en devenir. Là. Donc, Julia, qui a déjà 18 ans, là, il a eu son auto il y a 2 semaines. Donc, c'est pas des petits-enfants, des petits bébés. Là. Donc, on est rendu avec des gens avec qui on est capable d'avoir des belles discussions, là, comme on va faire là. Exact. Fait que c'est quasiment... T'as créé ta relève, là? La relève est... Ouais, pas sûr, moi, en tout cas. Ah non? Ils n'ont pas un intérêt non, pour... Je pense pas. On a 5 enfants très, très, très différents. Là. Puis... je pense pas non plus que ça serait que je pousserais à avoir une relève. Tu sais, les enfants ils ont chacun leurs envies et tout, puis nous autres, on est très libres là, sur ce qu'ils voudront faire là, plus tard. Là. Puis j'ai pas, sincèrement, là, je vois pas trop des entrepreneurs dans la gang. Ben, peut-être Olivier. Olivier, c'est un côté très entrepreneur. Là. Il y a 14 ans, il commence à travailler au IGA. On habite à Stoneham. Et il commence à travailler au IGA de Stoneham en fin de semaine, puis il a hâte de travailler. Là. C'est peut-être lui qui a le côté entrepreneurial plus... Il a déjà fait un offre au propriétaire du IGA. Ouais, c'est ça. Il est en train de l'acheter. Là. Son financement est réglé, puis tout. Puis il a déjà donné en sous-traitance le petit kiosque de limonade devant les IGA. C'est ça. Exact. Cool. Hey, Miguel, t'es parti du Portugal pour t'en venir au Québec. Ma première question, pourquoi il faisait chaud là-bas? C'était trop facile. Je pense que quand t'es entrepreneur, t'aimes ça, là, vivre un petit peu dans la misère. Là. Puis je dis pas que le Québec, c'est la misère du tout, parce que je serais plus là, ça fait 21 ans. Mais quand même, ce qu'il faut peut-être comprendre, c'est que oui, je vivais à Lisbonne, donc le climat de Lisbonne n'est pas le climat du Québec. Là. Et peut-être un petit fait cocasse, là, je connaissais tellement pas ça, le froid, là, puis la neige que j'avais jamais vue là, en personne, là, que je suis arrivé au Québec, c'était le 18 décembre 99, OK? Puis c'était la première journée qui neigeait cette année-là. Donc je suis arrivé à Montréal à l'aéroport, puis là j'ai vu, il y avait un petit peu de neige, puis je me suis dit, c'est juste ça, pas de stress, j'avais un petit manteau de rien. Puis j'habitais à Québec, donc moi j'étais avec des gens qui m'ont amené à Québec, puis en débarquant à Québec, là, c'était le soir, faisait froid, puis c'est pas si mal, ça allait bien. J'ai commencé à l'université Laval au retour des vacances, donc au retour de Noël puis le jour de l'an. Début janvier. Là. Et là, il faisait, écoute, là j'ai vécu un petit quart d'heure un petit peu plus traumatisant là, parce qu'il faisait extrêmement froid, j'étais pas habillé, j'attendais l'autobus, un autobus qui n'est jamais arrivé parce que je connaissais pas ça. Donc moi, j'étais au mauvais arrêt, là. On a attendu pendant 2 heures, j'ai failli mourir. C'était quelque chose. Donc, ton séjour au Québec a failli durer 2 heures. 2 heures et quelques, 2 heures et quelques, exactement. Donc, non, c'était... Puis là, tu t'es emmené au Québec pour étudier directement à l'Université de Montréal? À l'Université Laval. À l'Université, excuse-moi. À l'Université Laval. En fait, j'avais fait 3 ans en génie mécanique à l'Universidade Nova de Lisboa. Pardon. Sur 5 ans, parce qu'au Portugal, un peu comme dans le système anglais, il n'y a pas de cégep.
Donc, c'était un baccalauréat de 5 ans. J'avais fait 3 ans sur les 5. Et en fait, l'histoire est très longue. Là. Écoute, je pense pas qu'on va avoir le temps de parler de comment je suis arrivé au Québec. On a toujours le temps. En fait, j'ai été accepté pour aller étudier à l'étranger. Je voulais faire mes 2 dernières années ailleurs. Là. Donc ça, c'était déjà un peu le petit côté entrepreneur à moi qui sortait. Là. Puis j'avais une très belle vie au Portugal en passant. Là, je jouais dans un band. Ça allait bien à l'école. J'étais bon à l'école. Là, j'étais étudieux. J'étudiais. Là, je m'appliquais, là, mais j'avais quand même de la facilité. Donc ça allait bien à l'école. Puis je voulais aller à l'extérieur pour vivre d'autres expériences. Mais jamais le Québec. Là. Moi, je connaissais le Québec. J'ai entendu parler du Québec en 98, là, quand il y a eu l'histoire du verglas. Puis je savais aussi qu'il y avait des gens qui voulaient se séparer du reste du Canada, là, des petits Gaulois. Puis c'était pas mal ça que je connaissais du Québec. Puis c'était ton dernier choix sur ta liste? Non, pas du tout. Mais en fait, il n'était pas dans ma liste parce que écoute, moi, c'était plus... je pensais pas venir en Amérique. Là, les choix que j'avais, c'était plus... J'avais beaucoup voyagé en Europe. Puis c'était plus, je pensais plus peut-être aller en Angleterre. Ou, en fait, j'étais inscrit à Edinburgh, j'avais été accepté dans l'école là-bas. Et entre-temps, il faut dire que ma mère a une cousine et sa famille proche, là, ses parents, sa sœur, son frère, qui habitait à Québec depuis 50 ans. OK. Ils sont là depuis vraiment longtemps. Là. Donc, Dina, qui malheureusement est décédée aujourd'hui, là, mais elle... a eu une influence extrêmement importante dans mon futur parce qu'elle est venue au Portugal et pour revoir la famille puis voir un peu ce qu'elle n'avait pas vécu parce qu'elle est arrivée au Portugal, elle est partie du Portugal, elle avait 7 ans. Donc, elle voulait reprendre un peu, là, elle voulait revoir un peu ses racines. Puis je l'ai rencontrée là-bas, donc on est venu chez nous, chez ma mère, puis... de fil en aiguille, elle est repartie au Québec. Puis après ça, elle m'a dit « Pourquoi tu viens pas au Québec en vacances? » Puis c'était justement l'été avant que moi, je parte à l'étranger. Puis la même période, puis là, c'est là que je vais faire ça plus court un peu, mais j'ai rencontré une fille qui était une ballerine danseuse de ballet, là, qui travaillait, qui venait d'arriver au Portugal pour aller travailler au Grand Ballet, en fait, au Gulbenkian Ballet. Et de fil en aiguille, etc., en tout cas, on a commencé à sortir ensemble, puis elle voulait revenir au Québec. Et on est venu en vacances. Puis mon séjour, qui était supposé durer 4 semaines, a duré 7 semaines. Pendant ce temps-là, je suis allé à l'Université Laval. J'ai rencontré le doyen dans le temps. Par hasard, c'était au mois d'août. Là, il n'y avait personne à l'université. Puis, bref, il m'a dit « Pourquoi tu ne viens pas étudier ici au lieu d'aller en Edinburgh, en Écosse? » Puis, voilà. Donc, 3 mois plus tard, je me suis retrouvé au Québec à moins 25. Et ça fait 21 ans, donc ça doit pas être si mauvais. Hein? Exact. Je pense que la température t'a séduit. Oui, la température m'a séduit. Surtout la température, oui. Mais là, Miguel, si je comprends, t'es parti du Portugal, tu t'en allais en Angleterre, donc je suppose que tu parlais anglais. Oui. Et est-ce que tu parlais français quand... Non. Ça, c'est l'autre aspect. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de confiance dans mes capacités. Puis je me disais, français, portugais, c'est une langue latine, c'est 2 langues latines, donc ça devrait pas être si mal. Puis j'avais eu un petit cours de français à l'école, début secondaire peut-être, là, 1 année. Puis je me disais, c'est pas si pire, bonjour, salut. Bonjour. Bonjour, salut. Avec la petite prononciation. Pardon. Par contre... quand je suis arrivé à l'Université Laval, c'était dans un amphithéâtre, il y avait 250 personnes, puis je me rappelle encore, c'était M. Cardou qui donnait le cours. D'ailleurs, je suis devenu très ami avec son fils, Philippe Cardou, là, qui est venu plus tard avec moi au Portugal quand on a fini le bac. Bref, petite parenthèse, mais et je me souviens, je me suis assis, puis là j'ai pogné encore une fois ça c'était mon 2e quart d'heure, là, parce qu'après avoir vécu un froid intense, puis presque avoir tombé en hypothermie, puis en me disant « Colin, c'est quoi ça? » Là, c'est le français qui a comme frappé. Là, je comprenais mais rien là, de ce qu'il disait, parce qu'en plus, c'était un français un peu différent de ce que mon oreille très, 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 très jeune en français là, était habituée d'entendre, ou en tout cas que j'avais entendu parler le français de France. Là. Donc, je comprenais absolument rien. Donc, mais par contre, je voulais réussir. Donc, moi, j'aime beaucoup lire. Là, puis j'aime surtout beaucoup lire en français. Donc, j'ai vraiment trouvé ma passion de la lecture en français. Je lis en anglais aussi. J'aime en anglais. Je lis en portugais, mais... J'aime surtout lire en français, donc je lisais un livre par semaine ou 2 livres par semaine avec le dictionnaire, avec le Becherel. Écoute, j'ai copié le Becherel, puis après 3 mois, j'étais presque fluent en français. Là. Donc je corrigeais même les textes de mes collègues, là, de mes coéquipiers quand on faisait des travaux de groupe. Là.
C'est ça. J'ai mais une petite adaptation là aussi. Là. Génial. Puis là, au début, tu venais avec un visa d'étudiant. Oui, exact. Quand est-ce que tu as fait comme OK, moi, je m'installe au Québec? Oui, bien, en fait, c'était très compliqué cette période-là. Parce que moi, j'avais été invité à faire une maîtrise. J'ai une mécanique. Et après une session, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas pour moi. Là. Les études, OK, ouais, j'étais pas mauvais à l'école, mais de faire des études de maîtrise, de doctorat, non. C'était pas pour moi être assis dans un bureau à faire de la recherche. Non, moi, j'ai besoin d'être avec les gens. Puis finalement, j'ai lâché la maîtrise. Mais en faisant ça, je suis tombé dans un vide administratif un peu compliqué. Parce que mon visa d'étudiant n'était plus valable parce que je n'étais plus étudiant. Mais j'avais commencé mes démarches de demande de résidence permanente. Mais étant donné que je suis tombé sans statut, et c'était très long de passer à travers le processus de résidence permanente, ça a pris quand même 18 mois. Donc, ça a été des moments un peu plates, là, parce que je pouvais pas sortir du pays, parce que si je sortais, je retournais au Portugal, mais je perdais tous mes statuts. Là. Donc là, je revenais comme visiteur, je pouvais rester 3 mois, peu importe. Mais finalement, là, bon, après, de la paperasse administrative. La paperasse administrative, puis du temps, je ne peux pas travailler non plus. Donc, tu sais, tu es ailleurs. Tu peux pas travailler, ben il faut que tu manges quand même. Là, je veux dire. Je te lève mon chapeau parce que tu arrives, pays nordique, très froid comparativement au Portugal, parle pas le français et toi, tu décides de t'implanter, puis il y a personne qui veut t'aider d'une certaine façon avec la paperasse administrative pour que tu t'implantes. Fait que là, en quelle année t'as officiellement... J'ai reçu la résidence permanente, je pense, en 2004. J'ai fini mon bac en 2003. Ça a pris... les démarches étaient en cours, comme je disais. 2004, au fin 2004, peut-être 2005, là, je ne me rappelle pas. Mais en passant, j'ai eu beaucoup d'aide. Là, les gens autour de moi là, qui étaient... Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, regarde, je vais m'en aller. Là, ça n'a pas de sens. Puis ma mère, qui, elle, dans sa tête, je venais faire mes études, était très contente que son fils... Moi, je suis enfant unique, en passant. Puis mon père a décédé, j'avais 13 ans. Donc, ma mère et moi, on était très, 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 très proches. Là. Et ma mère a toujours voulu que je réussisse là, bien dans la vie, puis que j'ai une belle job. Donc, elle a beaucoup... pour elle, c'était important, les études. Là, elle m'a beaucoup soutenu, etc. Donc, moi, aller étudier à l'étranger, pour elle, c'était comme une réussite. Elle dit, regarde, mon fils est capable d'aller ailleurs puis de réussir, de finir son baccalauréat, parfait. Mais la journée que je lui ai dit, écoute, maman, je veux pas retourner, là, je suis bien au Québec, là, ça va bien. Là. Puis là, j'avais mon cercle d'amis. J'étais plus avec la fille avec qui j'étais venu, mais j'étais avec Sonia, là, qui était, on va en parler un peu tantôt avec Sonia, parce qu'elle est la mère de mes enfants et aussi ma partenaire là, en business. Là. Ouais. On n'est plus ensemble comme couple depuis déjà 5-6 ans, mais on est des très, très bons amis, puis on s'entend très bien. Mais bref, ses parents m'ont donné un solide coup de main aussi, puis tu sais, c'est à cause des gens qui étaient autour de moi qui ça a fait en sorte que je suis encore là. Parce que ma mère, elle me disait « Ah non, c'est la misère, les papiers, c'est quoi cette affaire-là? Comment ça, tu vis comme ça? » Puis elle m'aidait financièrement aussi. Là, à un moment donné, comme je disais, il fallait que je mange, il fallait que je m'habille. Puis j'ai failli, là, honnêtement, là, j'ai failli dire à Sonia. Sonia, même à un moment donné, elle m'a dit « Regarde, on s'en va, là, on va vivre au Portugal. Là, » Puis finalement, on a tenu le bon. Puis bon, regarde, ça c'est peut-être quoi. Je disais 21 ans que je suis là, ça fait 17 ans que cette étape-là est finie. Là. Mais voilà, donc je suis devenu résident permanent. Puis en 2010, je crois, j'ai eu ma citoyenneté. Ah, excellent, excellent. Il y a une question qui me vient en tête. Pourquoi l'ingénierie? En fait, ouais, pourquoi l'ingénierie? Bonne question. Moi, en fait, dans mon parcours, il y a un petit truc qui est peut-être en fait cocasse. Là. Moi, je voulais être... pendant un bout, je voulais être pilote de chasseur, OK? J'aime les autos, j'aime les avions. Ça avec toi, Miguel, tu sais, on part à... Ouais, c'est ça, j'étais ingénieur, mais initialement, je voulais être pilote d'avion de chasse. Ça. Là. Exactement. Puis, il faut dire aussi que moi, j'allais dans une école privée. Quand j'étais jeune, puis le propriétaire de l'école privée, d'ailleurs, je l'ai recroisé sur LinkedIn, je l'ai invité parce que, bref, je suis tombé sur Facebook, à un moment donné, j'ai vu, hey, tu sais, c'est Rouille, c'était le propriétaire de l'école, puis ça fait 20 quelques années qu'on s'est vu la dernière fois, mais bref, je l'ai invité, puis là, on a comme repris contact un peu, c'est super intéressant. Mais bref, lui, puis la majorité des professeurs, qui étaient des hommes,
Okay? C'était pas une école de gars, là, c'était une école mixte, mais c'était des gens de l'armée, c'était des gens de la force aérienne portugaise. Donc, tu sais, c'était des majors puis des sergents et tout. Je connais pas tous les rankings de l'armée, là, mais bref. Donc, moi, là, tu sais, j'avais été élevé avec ces messieurs-là là, qui étaient... puis on faisait beaucoup d'activités physiques, puis on allait là-bas. Puis ça m'attirait. Donc, on était trois amis à passer les tests. On s'est inscrits, puis... Écoute, ça a duré un été au complet. Là. Les tests, c'était débile. Là. C'était des tests psychométriques pour commencer. C'était des entrevues. Puis à chaque jour qu'on allait là, puis c'était l'été au complet. Là. Puis c'était l'été de mes 18 ans. Donc moi, je venais d'avoir mon auto. Je jouais dans un band. Donc là, mais j'ai quand même passé tout mon été à faire ces tests-là. Mais bref, moi, je m'en allais là la première journée. J'allais là un jour. Puis je me disais, à la fin de la journée, je suis renvoyé à la maison. Là, à chaque jour, il y avait 3 personnes sur 1000 qui passaient là. Puis qui passaient, en fait, à l'étape d'après. Donc, à chaque jour, je me disais, bon, ben, je m'en vais à la maison. Mais tu sais, je restais à chaque jour. Donc, j'étais tout le temps dans les 2-3 qui restaient. Puis, finalement, j'ai pas fait le parcours au complet. Mais, j'étais plus rendu à être un pilote. J'étais plus là pour être pilote parce que j'ai un prolapsus mitral au cœur. Donc, puis moi, je faisais de la natation de compétition. Bref, on l'a découvert à travers les compétitions. Puis, finalement, je pouvais plus être pilote à cause de ça. Donc, je me suis dit, OK, moi, je suis là. Je faisais les tests, ça allait bien. Je me dis, bon... Qu'est-ce qu'ils font, ces gars-là? C'était pas pilote. J'aime les avions, j'aime les trucs. Puis là, quelqu'un m'avait dit, pourquoi tu n'essayes pas d'aller dans la branche d'ingénierie de la force aérienne? T'sais? Je dis, ça a l'air pas pire. Là, je travaille-tu avec les avions? Parfait. Donc, finalement, c'est T'es parti avec le profil du gars de Top Gun. Avec Top Gun, Cruise, c'est ça. Moi, c'était ça. Le gars semi-bum, joue dans moto, un band, boit de la bière, relax à ses 18 ans et finit à la fin de l'été ingénieur. Juste à dire, si Top Gun, ça avait été ça le scénario, ça n'aurait pas été un box-office, ça, c'est sûr. Là. Ben, peut-être pas. Écoute. Exact. Mais bref, ouais, c'est ça. C'était un peu le parcours. Donc, à la fin, oui, j'ai pas été pris. Il y avait juste 2 places. Il prenait 2 personnes à la fin du parcours. J'étais 5e sur... plusieurs milliers de personnes. Donc, ma mère était très fière de moi. Mais, puis là, eux, ils t'ont dit, t'as le profil ingénieur. Ouais, ben moi, j'étais 3e réserve. En fait, à la fin, ils m'ont dit, si les 4 personnes avant de toi se désistent, tu rentres. Mais ils m'ont dit clairement, t'as vraiment le profil ingénieur. Là. Tu vas être bon là-dedans. Là. Donc, après ça, en même temps que je faisais ça, je me suis inscrit à l'université publique. Au Portugal, c'est très contingenté, mais moi, j'ai été accepté. Donc, je me suis retrouvé... à l'université publique au Portugal, en génie mécanique, /industriel, parce que c'était la même cohorte là, de la première année. Là. Mais moi, j'étais en génie mécanique à ce moment-là. OK. Puis l'autre question que j'ai pour toi, côté entrepreneur, ton père qui décède à l'âge de 13 ans, de où ça vient? Ben, mon père était entrepreneur. Lui, il avait des compagnies. Là. Il était dans le monde de l'édition, graphisme, etc. Là. Puis ça, c'était dans une période... moi, j'ai eu la chance quand même de voir ça un peu avec mes yeux de jeune garçon. Là, parce que c'est dans la période où les ordinateurs... Tu sais, aujourd'hui, là, on a des tablettes, tout le monde est capable de faire du graphisme, etc. Mais lui, c'était des gros ordinateurs, puis il faisait ses mises en page. Après ça, il allait dans la chambre noire. Il faisait il développait ses photos, etc. Puis je trouvais ça cool, mais lui, c'était le propriétaire de l'entreprise, mais il mettait les mains à la pâte aussi. Donc, puis j'ai pas tant vu mon père, honnêtement. Là, il y avait des fins de semaine qui n'étaient pas là parce qu'il travaillait. La fin de semaine, la semaine, je le voyais presque jamais. Là. Donc, on était très proches la fin de semaine, mais la semaine, là, c'était... Quand moi, je partais à l'école, lui... il était pas là, ou bien il se levait plus tard que moi, puis il se couchait très tard parce qu'il restait travailler plus tard. Donc, mais bref, à l'âge de 13 ans, quand moi j'avais 13 ans, il y a eu un accident d'auto. Okay. Puis il est décédé dans un accident d'auto comme ça, du jour au lendemain. Donc, moi, je suis devenu très, très proche de ma mère, là, qui elle aussi avait un côté entrepreneur, là, a toujours été employée, là, mais... Elle travaille dans quoi? Après sa retraite, ça fait longtemps, mais elle travaillait pour les postes du Canada. Là. Elle était directrice de compte, elle faisait du développement d'affaires pour les... Elle était une des meilleures vendeuses, en fait. Là. Elle réussissait très, très bien. Ça explique un peu ton petit côté vendeur, PR. Ouais. Grande gueule, tu sais. Pas peur de parler. Exact. Puis, bon, une fois que tu as fait tout ton parcours, tu t'en viens ici au Portugal, tu t'en viens ici au Québec, Université Laval, tu passes tout ça. Après l'université, c'est certain que tu as tes racines d'entrepreneur, mais comment Embionnaire a pris place là-dedans? Parce que tu as fait
je crois, un 4 ans chez... Plus que ça, j'ai fait presque 7 ans chez Ecosystem. Oui. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que Sonia et moi, on a qui était ma conjointe, là, je vous rappelle. Exact. Et la mère de mes enfants, et mon associé, encore actuel, même après 12 ans chez Embionnaire, mais on a fini dans le bac ensemble. Donc, on s'est rencontrés dernière session du bac. On a fini ensemble. Sonia a commencé à travailler chez Ecosystem. Sonia était une des meilleures amies de Sandrine Tremblay, qui est la fille de Richard Tremblay, qui est un des fondateurs d'Ecosystem. Et bref, à un moment donné, ils m'ont dit « Hey, Miguel, veux-tu venir aussi? » Donc, plus tard, après que ma paperasse administrative soit réglée, j'ai commencé à travailler chez Ecosystem. Donc, on était très peu. On était une petite famille à ce moment-là. Ecosystem, c'était pas très grand. Ça s'est développé très vite par après, là. Mais j'avais tout le temps, pour vrai, là, je me développais bien, puis j'étais très apprécié. Là, Sonia puis moi, on était très, très, très appréciés. Puis d'ailleurs, je remercie les gens d'Ecosystem là, qui nous ont donné des chances, puis qui nous ont beaucoup appris, mais qui nous ont donné aussi une autonomie, puis en même temps, une genre de confiance pour dire, regarde, je pourrais peut-être le faire, moi, à ma façon. Donc, puis moi, tout le long que j'ai été employé, je me disais, crime, il me semble qu'il me manque de quoi, tu sais. Il manque de quoi, puis je savais pas comment l'exprimer, tu sais. Ouais, il y avait ta petite passe de la paperasse administrative, là, c'était réglé, fait que là, tu voulais que ça soit encore un peu plus compliqué. Un petit peu plus compliqué. Donc, tu sais, à chaque fois que ça devient un peu simple, je m'organise honnêtement, c'est une espèce de folie pour que ça devienne compliqué. Là. Tu sais, ça, je m'en suis rendu compte avec le temps. Là. Tu sais, quand c'est trop simple, là, excusez l'expression, mais tu sais, je m'emmerde un peu. Là. Donc, finalement, j'ai eu l'idée de partir en Embionnaire, puis Sonia venait d'accoucher de Mathilde, notre deuxième fille. Là. Donc, Mathilde avait quelques mois. Sonia était en congé maternité. Puis, en partant d'Ecosystem, moi, j'étais très fatigué, je travaillais beaucoup, puis j'étais beaucoup à l'extérieur. Donc là, je me suis reposé un peu. On est parti en vacances, puis au retour, je dis, bon, mais là, je suis prêt à attaquer. Là. Puis tout de suite, on a eu des beaux contrats. Mais là, Mais attends un petit peu. Tu pars en vacances 2 semaines, puis tu reviens, puis tu fais... On part la business. Oui. Bien, à ce moment-là, c'était moi tout seul, dans mon sous-sol. Tu sais, Embionnaire, ça n'existait pas. Ça s'appelait Miguel Eduardo Souza Consultant, là, quelque chose de même. OK. Donc, moi, j'ai fait quelques mandats avec des clients. On était quand même très, très connus, là, surtout dans le domaine public. On faisait beaucoup des commissions scolaires. On travaillait beaucoup avec les commissions scolaires, avec les hôpitaux, les cégeps. Puis, c'est sûr qu'on a reçu tout de suite. T'sais, en partant, mais c'est sûr, j'ai annoncé aux gens que je quittais Ecosystem. C'était pas parce que j'aimais pas l'entreprise, c'était que j'avais des envies de faire des choses à ma façon. Puis là, les gens ils se sont dit, hey, si tu pars à ton compte, attends un peu, là, on va te donner des mandats. On connaît le gars, on sait ce que tu es capable. Donc, très vite, je me suis ramassé avec beaucoup trop de choses à faire par rapport à ma capacité et mon temps que j'avais à ce moment-là. Donc là, Sonia a dit, ben là, t'es rendu avec tout ça, attends un peu, là. Peut-être qu'on serait capable de... Moi, je viendrais te rejoindre. Donc ça, c'est là que ça a commencé, mais très vite après, on avait besoin de plus de monde. Donc on a été dans le sous-sol un petit peu. Il y a Marie-Christine, qui est toujours notre associée aujourd'hui, là, qui est notre directrice administrative. Puis Marie-Christine, qui elle aussi était en congé maternité, longue histoire, elle m'a dit, quand je suis parti d'Ecosystem, elle m'a dit, Miguel, si un jour tu as besoin de moi, tu m'appelles. Mais là, Marie a été en congé maternité. Puis un jour, je l'ai appelée. J'ai dit, Marie, là, j'ai besoin de toi. Puis sa réponse a été, t'es un malade. Jamais. Puis ça, c'était peut-être à 5 heures de l'après-midi. Le lendemain matin, elle m'a dit, écoute, on peut-tu jaser? J'ai pensé à ça pendant la nuit, puis j'aime peut-être ta folie un peu. Donc, 12 ans plus tard, on est encore physiquement dans le même bureau, parce qu'on a changé de bureau, on a grossi, là. On est 50 quelques personnes, presque 60, puis on veut pas développer très vite. On pourrait être beaucoup plus de monde, mais on a notre bon monde. Okay? Mais bref, Marie, à chaque fois qu'on change de bureau, on est physiquement dans le même bureau. Là. Quand je parle pas de l'édifice, là, je parle du même local. Le même local, vous êtes les trois. Toi, Sonia... Non, même pas. Non, Sonia, on n'a jamais été ensemble. C'est vraiment Marie-Christine. Ah oui, c'est vrai, c'est Marie-Christine qui est avec toi. C'est ça. Donc, puis si on déménage encore un jour, on va peut-être s'organiser pour être encore dans le même bureau. Donc, voilà. Mais tu décides du jour au lendemain, pas en Embionnaire. Là, tu sais, je veux pas parler en mal, mais t'as dû faire mal à Ecosystem quand t'es parti. Non, pas tant. Toi, Marie-Christine, Sonia, vous étiez quand même des key players là-bas. Là. Oui, mais c'est sûr que ça a été... ils n'ont pas apprécié la nouvelle, c'est sûr. Là, pas parce que
Pas parce qu'on allait ouvrir notre compagnie puis qu'on allait être compétiteur dans l'écosystème. On était tout petits. Puis le but, ça n'a jamais été d'être dans ce type de marché-là. Là, mais c'est sûr que de perdre des joueurs comme Sonia, moi, Marie-Christine, on était des gens très, très, très appréciés. Là, donc c'est sûr que ça a été plate. Là. Mais chez Embionnaire aussi, on pourra parler tantôt, mais il y a des gens que j'apprécie énormément qui ont passé chez nous, puis que c'était des entrepreneurs qu'on a aidés et qu'on a encouragés à partir de leur business. Là. Puis on est restés des amis, ils sont plus avec nous, mais quand tu as cette fibre-là, là, je pense que tu peux pas l'arrêter. Là. Tu peux pas enfuir ça parce que les gens vont devenir malheureux. Là. Puis moi, c'était un peu mon cas, honnêtement. J'étais très bien chez Écosystème. J'étais très apprécié. Je faisais des beaux projets, mais à l'intérieur, j'étais malheureux en quelque sorte. Là. Puis je savais pas trop c'était quoi. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a eu un événement, puis j'ai vraiment dit non, je pense que si je faisais des affaires à ma façon, je serais plus heureux. Donc on va l'essayer. Ça marche pas, écoute. C'est pas grave, là. On va se trouver de quoi après, là. Exact. Bien, souvent tu sais, tantôt, tu parlais quand tu t'es bien, quand t'es comme confortable dans tes pantoufles. Ouais. Tu sais, ça, c'est une caractéristique que je vois souvent des entrepreneurs. Quand on est confortable, moi c'est exactement ça qui est arrivé à toutes les fois. Là, dès que je commençais à être confortable, soit que je modifiais la vocation, soit que je changeais, ou je grossissais, ou peu importe la chose, mais je voulais absolument sortir de mes pantoufles parce que pour moi, être confortable, ça veut dire que je stagne. Ouais, exact. Je pense que c'est un peu c'est vraiment ça. Ton profil. Là, puis j'aime ça tantôt quand tu dis, avec tout est relatif, parce que tu me dis, on progresse tranquillement. On se parle peut-être 15-20 fois par année. Puis là, toutes les fois, c'est ça, j'ai engagé 6 personnes ce mois-ci, en pleine pandémie. J'ai engagé quelques personnes. Fait que un moment donné, on arrive, j'ai ouvert un nouveau bureau à Montréal parce que là, depuis 3 ans. 3 ans, oui. 3 ans, vous êtes rendu à Montréal à, comme tu dirais, un petit bureau, là, 15, là, je crois. Ouais, une quinzaine à peu près. C'est ça que j'aime avec ça. Le nom Embionnaire vient d'où? Ah, les gens me demandent ça souvent. Embionnaire, écoute, je sais pas si tu as déjà essayé de trouver un nom pour une compagnie. Je pense que oui. Là. Oui, quelquefois. Bon, tu sais que il y a des défis. En tant qu'entrepreneur, tu as beaucoup de défis dans plein d'affaires, mais un défi important, c'est de trouver un nom, honnêtement. Là. Puis nous autres, on voulait, quand on a commencé à jaser, puis je dis nous, c'était Sonia, moi et son père, Alain. On a fait à un moment donné une séance de brainstorming, puis on se disait, bon. Puis moi, j'avais dit, écoute, moi, je veux que le nom commence par A. Tu sais, des espèces de réflexes un peu, tu sais pas, tu sais, c'est un peu bidon. Hein. Je disais non, par A, parce que quand les gens vont faire une recherche, ils vont nous trouver rapidement. Puis ça, en passant, c'est arrivé un couple de fois, là, tu sais. Que les gens nous trouvent, ils nous demandent, bon, où vous avez entendu parler de nous? Ah non, je suis allé sur Internet, puis Embionnaire est sorti en premier. Bon, OK. Donc, le premier de Google, Embionnaire, parce que ça commence par là. Exactement. Donc là, puis là, on voulait un nom qui avait quand même qui rappelait un peu l'énergie, donc le nerf, là, Embionnaire, là, tu sais, puis à ce moment-là, il y avait quand même plusieurs firmes qui avaient ça. Puis moi, quand ça devient trop comme tout le monde, là, j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Là. Moi, suivre la parade, là, non. J'aime pas tant. Là. J'ai pas une maison pareille à mes voisins. J'ai pas une auto pareille à mes voisins. Il faut que ça soit différent un peu pour que je sois bien. S'il y a quelqu'un qui a la même patente que moi, ben je perds l'intérêt. Là. C'est pas parce que je veux pas être pareil aux voisins, c'est parce que je perds l'intérêt. Donc, moi, le nerf, c'était comment? Puis là, on faisait plein de noms avec en finissant N et R pour énergie, tu sais. Puis finalement, ça finit en Embionnaire c'est un mélange de 2 mots portugais qui est environnement. En portugais, c'est ambient. Puis donc, ambi, ça vient d'ambient, qui est environnement en portugais, et le côté énergie qui finit le mot. Donc, ça vient de là, mais on a fait des itérations, là, tu sais. On avait des pages pleines de mots, puis là, c'était... Il n'y avait rien qui accrochait. Puis à un moment donné, on a fait ça. Puis Embionnaire dit, c'est un mot. Ben, écoute. Puis là, on a fait une recherche sur Internet. À un moment donné, on a trouvé qu'il y avait des chevaux, je pense, c'est une race de chevaux de haut niveau, là, tu sais, Embionnaire. On signe en bas. Donc là, on a fait, écoute, on est allé enregistrer des entreprises. Ça passe-tu? Oui, ça passe. Ben, c'est fait. Donc voilà. 12 ans plus tard. Il y a une chose tantôt que tu as mentionné, puis ça, c'est quelque chose qui m'a toujours étonné de votre côté d'Embionnaire, c'est Sonia qui est la mère de tes enfants, mais qui a aussi été ta femme. Tu sais,
comment que c'était de tomber partner au day-to-day dans le business, mais en dehors de la business, là, le week-end, tu voyais pas Marie-Christine, mais en dehors de tout, Sonia était là 100% du temps. Là. Ouais. Exact. Vous deviez parler quasiment tout le temps de la business. Hein? Ben, en passant, là, tu disais Marie-Christine n'était pas là, mais Marie-Christine était là parce qu'on était... Coloc? Non, pas du tout. Mais avant de fonder Ambionnaire, Marie-Christine et nous, son chum Alain, on était très amis. Okay. Donc, on se connaissait. On n'était pas juste des collègues de travail. On était des amis. On allait en vacances, on louait des chalets ensemble. Les autres, ils font encore ça. Là. Okay. Sonia et son nouveau conjoint, Denis, avec Marie-Christine puis Alain, ils prennent tous les étés, ils prennent un chalet puis ils vont avec les enfants faire du vélo, etc. Puis, donc, on était très proches. Mais oui, c'est vrai que... Puis ça, honnêtement, là, les gens me disaient comment vous faites pour être tout le temps ensemble. Sonia et moi, on a fini le bac ensemble. On a commencé à travailler ensemble. On a eu des enfants ensemble, on parlait tout le temps de business ensemble. Comme je disais, je le dis souvent, là, c'est quand tu pars une business puis que tu l'aimes vraiment, puis tu es vraiment impliqué, puis que c'est ton bébé, là, je disais souvent aux gens, je dis, moi, je pense à ça dans la douche. Là, je pense à ça quand je suis en train de jouer avec mes enfants. Je pense à ça quand je vais courir. Tu n'es jamais en dehors de ta business. En tout cas, dans mon cas, on n'était jamais en dehors de ma business. Puis, en fait, encore plus vrai, parce que quand je rentrais à la maison, mettons, j'allais courir, je rentrais à la maison, mais la personne que je voyais, c'était mon associé. Donc, on vivait plein de choses ensemble dans l'entreprise, puis la coupure se faisait pas. Donc, c'était 100% là, entreprise. Puis ça use un peu, là, honnêtement. Oui, c'est ça. Ça n'a pas dû être évident à gérer ça. Mais l'autre chose, tu l'as mentionné, aujourd'hui, vous êtes encore associés, toi, Sonia, mais t'as une nouvelle conjointe. Fait que là, c'est comme magique que tout ça fonctionne. Ben, écoute, à la base, là, autant Sonia que moi, là, on est des gens quand même pas trop compliqués. Là. Annick, peut-être qu'elle me disait, Annick, c'est ma conjointe, là, peut-être qu'elle me disait, c'est peut-être plus compliqué que tu penses. Là. Mais au niveau des... tu sais, pour ce genre de trucs-là, là, on se dit pourquoi? La vie est déjà assez compliquée. Oui, on a des enfants élevés, ça va très bien, mais on a l'entreprise. C'est pas toujours facile en entreprise. Là, je veux dire, c'est pas juste du bonheur à tous les jours. Il y a des défis réels à relever. Là, puis les gens ils nous disent comment vous faites. Vous êtes plus ensemble, puis vous travaillez ensemble, mais vous êtes exceptionnels. Mais pour nous, c'est pas... On se trouve pas exceptionnel. On se dit, mais voyons, on s'entend super bien. On est complémentaires. Là. Moi, je suis le gars de développement. C'est le gars qui sort un peu des idées niaiseuses de temps en temps, puis que là, ils me disent t'es en cave, t'es en niaiseux, ça marche pas. 6 mois plus tard, c'est mis en action. Il dit oublie ça va être trop risqué, machin, puis un mois plus tard, on est en train de le faire parce que les autres, ils ont assimilé l'idée, puis ils se disent non, finalement. Puis là, c'est toi c'est vrai qui fait non. Puis là, je dis attendez un peu, là, quand même, parce que moi, je quand si même. On regarde les notes, c'était pas une bonne idée. Non, c'est ça. Puis là, c'est moi quand même qui gère un peu le compte de banque. J'ai quand même la pédale douce parce que, bon, on gère une entreprise qui est qui va très bien financièrement, mais qu'on fait attention quand même à nos affaires. Là, donc, on a cette complémentarité-là. Puis avec, en fait, il y a quelques années, il y a Rémi Parent, un ingénieur en électricité, Rémi, que tu connais bien. Que je connais bien. Rémi, c'est un super... c'est une des personnes les plus intelligentes que je connais. Là, le gars, puis il est impliqué. Ses parents avaient des business. Donc, lui, il connaît très bien ce qui était un entrepreneur. Puis il est dans la direction depuis plusieurs années. Il a apporté plein d'affaires à l'entreprise. Mais, Sonia et Rémi, ils s'occupent des opérations. Oh, le day-to-day. C'est ça. Donc, eux autres sont très forts là-dedans. Moi, je suis très mauvais là-dedans. Moi, je ne suis pas un gars de détail, un gars d'opération, un gars de ressources humaines. Mais moi, j'ai tout fait dans l'entreprise, en passant. Quand tu commences l'entreprise, j'ai lavé les toilettes. Là. J'ai fait la vente. J'ai signé des contrats de 5 millions d'honoraires. Je veux dire, j'ai tout fait. Là. Puis une chose que je ne fais plus et que je ne fais plus depuis longtemps, c'est des ressources humaines. Je suis pas bon là-dedans. C'est pas parce que j'aime pas les gens. J'aime peut-être un peu trop les gens, puis je deviens mal à l'aise quand je dois être leur patron. J'aime mieux être leur ami. T'sais. Donc, je fais pas de ressources humaines, mais tout le reste, bon, je m'en occupe encore un peu. Tu fais-tu encore facturation? Non, pas du tout. Là, mais on a une équipe complète pour faire ça. Puis Marie-Christine a sa gang. Il y a Tiffany qui est avec nous depuis, d'ailleurs, elle est enceinte. On va la perdre pendant un an, puis on appréhend ces moments-là. Elle quitte dans un mois à peu près. Mais Tiffany a commencé, sortie du cégep, elle a commencé chez nous.
à travailler. Puis, tu sais, elle représente vraiment ce qu'on est, là, tu sais. Puis, elle s'est faite en conjoint, Félix, dans la compagnie. Donc là, c'est la faute à Félix si on perd Tiffany pendant un an. Il n'y aura pas d'augmentation cette année. Donc là, cette année, c'est terminé. On lui donne juste des projets poches, tu sais, puis pas d'augmentation. Non, c'est ça. Non, c'est... donc c'est ça, on se complète très, 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 très bien. Ce qui fait que c'est juste intelligent de bien s'entendre. Tu sais, je considère qu'on est déjà intelligent, honnêtement, là. Puis, tu sais, pourquoi se chicaner quand la vie est déjà tellement compliquée, là? Non. Donc, c'est ça. Ah, mais c'est génial, ça. Puis, il y a aussi, tu as rajouté un dernier associé en même temps que Rémi, si je ne me trompe pas. Non, on n'a pas... en fait, Rémi n'est pas associé, là. Nous autres, OK, je croyais en fait, on est 3 associés. Il y a moi, je suis majoritaire avec Sonia, qui est la deuxième associée principale. Puis Marie-Christine, qui garde ses portions, là... de l'entreprise qui, honnêtement, moi, je suis vraiment fier que Marie soit là. Puis c'est juste je vais me permettre une petite parenthèse. C'est quand on a fait on a créé Ambionnaire, puis qu'on a fait la convention d'associés, on avait un avocat avec nous qui nous a dit, mais à Sonia puis moi, il dit, pourquoi vous associez quelqu'un en administration? T'sais, c'est une boîte d'ingénieurs, là. Et là, c'est quoi le rapport? Tu n'associes pas des techniciens, tu n'associes pas des gens en administration, tu associes des ingénieurs. Puis on l'a dit, non, tu comprends pas, là. Tu comprends pas, là. Marie-Christine, là, elle va être associée, là. Puis, tabarouette, là, tu sais, Marie, là... Le meilleur move de... Ben, je dis souvent en blague, là, tu sais, en blague, mais pas tant en même temps. Je dis, la journée que Marie-Christine ne veut plus faire ça, moi, je vais aller planter des coconuts à quelque part, là, tu sais. Je vais faire d'autres choses, là, mais... Mais tu vas aller planter des coconuts pour toi. Mais pour moi, non, c'est ça. Ben, honnêtement, là, puis dernièrement, on s'est posé beaucoup de questions avec la COVID et tout. Bon, on a passé très bien à travers tout ça, là, mais tu sais, il y a eu des moments intenses, comme tout le monde. Puis il y a des gens qui le vivent encore très, très, très intensément, là. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça beaucoup plus difficile que nous dans notre domaine. Tu sais, la construction, c'est quand même un domaine privilégié pour ce qui s'est passé, là, mais ça nous a amené à se poser des questions. Puis moi, une chose que j'ai pas compris, mais que je me suis rappelé, c'est que je peux pas être employé. Tu sais, je pourrais être un très bon employé, mais il faudrait que je sois très impliqué, là, tu sais. Puis honnêtement, je sais pas. C'est impossible, Miguel. En partant, tu dis, je pourrais être un bon employé, mais... Non, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Mais non. Non, mais dans le sens que je pense que je pourrais amener beaucoup de choses, là, tu sais, beaucoup de connaissances, beaucoup de vécu surtout, là. Mais t'as raison, non, peut-être pas. Non, je suis sûr que non. Je pense que, ouais. Te connaissant, probablement, t'aimes amener tes idées, mais t'aimes aussi les faire exécuter. Puis t'as une vision de l'ingénierie qui sort de l'ordinaire. Mm-hmm. On n'en a pas encore parlé, mais ouais. En plus d'avoir, à titre d'immigrant, malgré que t'es citoyen, t'as parti d'une firme de génie. Ouais. OK, déjà un beau défi. Je l'ai fait via une de mes entreprises que j'ai vendue aujourd'hui, mais pour avoir passé là-dedans, je me souviens d'avoir passé des coups de téléphone dans le garde-robe parce qu'on avait un peu plus petit que le studio qu'on a ici comme local, qu'on était quatre ingénieurs. Je passais des coups de fil là-dedans, puis là, là, ma mère servait de quasiment des réceptionnistes pour puis collecter les factures. T'sais. Fait que déjà que tu pars ça, puis là, tu as décidé de partir une business en développement durable. Mm-hmm. En 2009, c'était trendy, le lead, tout ça, mais t'as parti ça et t'as gardé. Il y a beaucoup de firmes de génie et de firmes d'architecture, même des builders, qui ont embarqué dans cette vague-là qu'on pourrait surnommer la vague verte, qui a surfé pendant 3-4 ans. Puis là, par la suite, c'était comme rendu standard. Mm-hmm. Là, oui, exact. Tout le monde fait du lead. Ouais. Ça, c'est comme, tout le monde fait du lead, mais ça coûte plus cher faire du lead. Là. Tu peux-tu nous parler pourquoi partir en développement durable? Ben, 2 raisons. Premièrement, parce que, nous autres, chez Écosystème, on faisait... Écosystème, qui s'est beaucoup développé, ils font toujours ça, là, des projets d'économie d'énergie garantie. Donc, nous, on était notre connaissance technique et notre expérience, c'était dans des bâtiments existants, des gros bâtiments existants, qu'on avait appris à comprendre le fonctionnement, là, puis qu'on avait appris à optimiser sans nécessairement toucher au confort. Puis
avec beaucoup de défis, mais on savait comment les bâtiments fonctionnaient. Donc, pour nous, le développement durable, là, ça veut dire beaucoup de choses. Là, puis on l'a utilisé, tu dis 2009, là, on a fait une sacrée évolution depuis ce temps-là. Puis là, il y a des affaires, des fois, tu te dis, voyons, c'est rendu n'importe quoi. Là, il faut faire très attention quand on parle de développement durable. Mais nous, c'est sûr qu'on était très fiers de ce qu'on faisait chez Ecostem parce qu'on aidait à sauver de l'énergie, on aidait à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, on était beaucoup dans ce mindset. Puis l'ingénierie qu'on faisait, c'était toujours dans un but très concret d'améliorer les choses en opération. C'était pas... Puis maintenant, on fait des plans de vie depuis longtemps, puis on a un sacré beau CV de réalisation de bâtiments neufs. Mais on le fait avec cette connaissance-là de l'opération des bâtiments. Donc, on ne fait pas juste des plans, on les envoie à un entrepreneur qui construit, puis après ça, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Donc, c'est venu de là. Puis Sonia et moi, on est très... on croit beaucoup à nos valeurs. Là. Puis on se dit, l'ingénierie, on a tellement un gros impact sur la vie des gens. Puis en bâtiment, je veux dire, on a besoin des bâtiments. Là, surtout dans la dernière année, on a bien vu à quel point on a besoin d'être confortable puis qu'on a besoin d'être bien installé parce qu'on a passé quelques heures confinés, n'est-ce pas? Alors, on s'est dit, on veut travailler dans ce domaine-là, continuer dans ce domaine-là. On va le faire à notre sauce. Mais c'est sûr qu'on veut faire les choses pour le mieux, pas juste faire. Tu peux, dans la vie, là, tu vois, Bruno, là, il y a quelques temps, tu as commencé à courir de peut-être une façon plus intensive. En te connaissant, je sais que... Puis on en a parlé tantôt un peu. Là, Tu fais pas juste courir une fois par semaine. À un moment donné, tu as décidé, je commence à courir, tu cours à tous les jours. Oui, c'est un régime. C'est une discipline, puis tu te dis, tant qu'à le faire, je vais le faire comme il faut. Nous autres, c'était ça aussi. On s'est dit, tant qu'à le faire, il y a toutes des nouvelles façons de faire. Il y a toutes des meilleures pratiques à utiliser. Puis... on n'a pas commencé à faire des plans de vie. On avait notre background des projets clés en main. Les clients de ce type d'entreprise-là, comme Ecostem, ils achètent en clé en main avec plein de services dedans. Okay? Tu prends le package au complet. Puis nous, on s'est dit, il y a plein de clients qui sont un peu délaissés parce que c'est pas tous les clients qui ont besoin de ce clé en main-là, qui veulent le package au complet. Il y a des clients qui veulent pas avoir l'auto fonctionnel. Ils veulent juste avoir la poignée de porte. Ils veulent juste avoir le moteur. Ils veulent juste avoir, l'accélérateur. Donc, nous autres, on offrait justement des services à la carte. Puis une chose il y avait le lead, comme tu disais, ça commençait à être à la mode. Donc, moi, je suis devenu PA lead. J'ai étudié. Puis je trouvais ça super intéressant. Je me disais, crème, il y a plein de bonnes pratiques là-dedans. Le problème, c'est qu'à un moment donné, ça devient... les gens, ils font les choses... Ils interprètent un peu ce qui est écrit, puis ils le font pas nécessairement comme il faut, ou pas pour les bonnes raisons. Exact. Ça, c'est souvent ça qu'on voit dans le milieu. Les gens, ils le font parce que c'est demandé. Ouais. Ils le font pas avec le souci d'économie d'énergie ou d'économie d'eau. Ou d'économie peu d'eau. Importe, là, ou juste de mieux construire pour que ça soit durable dans le temps. Exact. Et que le bâtiment puisse évoluer. Là. Ou parce qu'ils font aussi, parce que c'est trendy et parce qu'il y a de l'argent à faire là, parce que là, ça s'en va là. Tu ne vas pas manquer le bateau. Mais nous autres, on était là pour les bonnes raisons au départ. Là. Donc, dans l'évolution de l'entreprise, au départ, nous autres, Ambionnaire, on est très connus pour notre expertise en efficacité énergétique. Ça va, on fait des projets que de l'efficacité énergétique. Il n'y a pas d'architecte, il n'y a pas d'ingénieur civil, il n'y a pas d'ingénieur structure. C'est de l'efficacité, amélioration de la performance énergétique, réduction du gaz à effet de serre. On le fait à travers le Canada. Donc ça, on n'est pas juste au Québec, là, on est vraiment dans les autres provinces aussi. Je veux juste arrêter parce que Bon, là, on parle d'efficacité énergétique. Souvent, le monde fait tu changes les lumières, tu réduis le chauffage. Peux-tu expliquer un peu aux personnes c'est quoi l'efficacité énergétique? Là? Parce que ce matin, j'avais cette conversation-là avec ma petite fille de 8 ans. On se comprend que c'est... Puis là, on tournait de bâtiments, essayer de durer, meilleure qualité de vide, meilleure isolation, rentrer juste la quantité requise d'air, fait qu'avoir un meilleur contrôle. Fait que je sais pas si tu peux expliquer un peu... quand vous dites efficacité énergétique, parce que ça peut prendre plusieurs volets. Qu'est-ce que Ambionnaire fait de ce côté-là? Nous, on fait pas de résidentiel. Là, donc, mais c'est sûr que on peut tous, chacun dans nos maisons, faire des petites actions qui ont un impact au global très, très significatif. Mais dans c'est sûr que les gens du public ou les gens qui travaillent pas dans le domaine, puis même des architectes, il y a certains architectes qui savent pas à quel point il y a des salles mécaniques là, qui
qui ont des équipements là, qui sont au cœur du fonctionnement du bâtiment. Il y a beaucoup de trucs cachés dans les murs que quand on rentre dans un bâtiment, on ne le voit pas quand on ne travaille pas dans le domaine. Donc, il y a beaucoup de gros consommateurs d'énergie. Tu as parlé tantôt de l'air. Là, nous autres, on doit, dans les bâtiments, on doit renouveler l'air pour que la qualité de l'air soit acceptable pour la vie des humains, qu'on soit confortable, qu'on soit en santé. Mais au Québec en particulier, autant en hiver qu'en été, parce qu'en été, on parle tout le temps de l'hiver, il fait froid, mais l'été, il fait humide, il fait chaud. Il y a beaucoup de bâtiments qui sont climatisés. Donc, on installe des équipements électromécaniques qui ont cette fonction-là de rendre l'air à la température, à l'humidité qui est acceptable, qui est confortable. Mais ça prend beaucoup d'énergie. Puis tantôt, tu disais, oui, il y a de l'air tout le temps qui doit rentrer dans les locaux. Là, c'est en permanence. Donc là, oui, c'est pas tout le temps de l'air. C'est pas la quantité globale d'air qu'on a dans un local qui provient de l'extérieur. On fait de la recirculation. On a plusieurs stratégies pour diminuer la consommation. Mais ça reste que ça devient vite des postes de consommation énergétique très importants. Et toute cette mécanique-là, elle devient de plus en plus complexe parce les manufacturiers optimisent de plus en plus, ils ont de plus en plus de fonctionnalités, ils veulent tout être meilleurs que le voisin au niveau de la performance de l'équipement parce que c'est important d'avoir des équipements performants. Mais quand on met tous ces équipements-là ensemble, ça devient un beau spaghetti qu'on doit comprendre dans sa globalité et qu'on peut... C'est comme, dans le temps, je dis un peu ça en titre d'exemple. Dans un hôpital, on avait une grosse, immense chaudière. Okay? On avait un équipement qui chauffait l'eau, qui a été envoyé dans tous les locaux. Puis cet équipement-là, quand cet équipement-là était heureux, le bâtiment fonctionnait. Aujourd'hui, là, on n'a plus de gros équipements comme ça. On a une multitude d'équipements qu'on doit optimiser, qu'on doit faire travailler avec l'équipement à côté. Donc, ça devient très complexe et c'est là qu'on est bon, honnêtement, chez Ambionnaire. C'est dans cette opération-là, la compréhension des interactions des systèmes. Puis, au niveau des profils tu sais, veux pas, au niveau profil employé, le fait... Tu sais, un ingénieur, que ce soit en électricité, en mécanique, devient on est formé pour être des généralistes. Oui. Comment de ton côté, tu sais, que tu dis, OK, la personne devient une personne importante chez nous parce qu'elle a des connaissances, puis là, je ne veux pas simplifier les choses, mais elle optimise les bâtiments au niveau de l'entrée d'air, au niveau de la qualité de l'air. Mais tu sais, il ne peut pas être spécialiste dans 18 domaines. Là, comment vous fonctionnez chez vous pour dire... je donne un exemple. Je sais que Rémi il est dans la direction, là, mais mettons Jean-François. Je ne connais pas si c'est un Jean-François, mais Jean-François, lui, il est spécialiste en éclairage. Ou Jean-François, il est spécialiste dans la consommation d'eau. Comment vous fonctionnez? En fait, on a 3 départements. En fait, tout le monde travaille ensemble. Là. Je dis des départements. C'est pas des départements physiques avec des murs, etc. Là, mais c'est... En fait, on a 3 directeurs. Rémi qui s'occupe de tout ce qui est plan et devis, conception détaillée. On a Sonia qui s'occupe de mise en service. J'aimerais qu'on en parle tantôt de mise en service parce que c'est à la base de notre entreprise là, d'une façon importante. Puis, on a François Dussault qui est à Montréal, qui est notre directeur du bureau de Montréal, qui est aussi notre directeur de côté efficacité énergétique. Et... chaque, entre guillemets, département a des professionnels qui sont spécialisés. Donc, en efficacité énergétique, on est... Puis moi, personnellement, je suis ingénieur mécanique, mais je proviens de ce domaine-là, là, de l'efficacité énergétique. Donc, je suis plus un généraliste. Les gens en efficacité énergétique, c'est des gens qui vont analyser les bâtiments d'une façon globale, tu sais, puis qui regardent tout le fonctionnement sans aller nécessairement dans le détail de la programmation, de la valve ou de la petite pompe ou des... Tu sais, mais donc, ces gens-là, ils vont avoir un regard qui est plus global, mais on a aussi, quand on fait de la conception, parce qu'on fait de la conception, tu sais, on a une entreprise d'ingénierie en électromécanique. On a des ingénieurs et des techniciens en électricité, en éclairage, en protection incendie, en chauffage, en ventilation, en refroidissement, en plomberie, tu sais, on raccorde des toilettes, là. Donc, comme tu disais tantôt, c'est un domaine qui est devenu, dans les dernières années, encore de plus en plus complexe parce qu'il y a beaucoup d'équipements, il y a beaucoup de... Puis tu peux pas être bon dans tout, comme tu l'as dit. Là. Donc, on a quand même des gens qui sont très spécialisés, un peu comme dans toutes les firmes de génie conseil. Tu as des gens qui font de la plomberie, des gens qui font de la ventilation. Nous, la particularité, c'est que les gens, oui, sont spécialisés, mais
on les invite à s'intéresser à ce que le voisin fait. Donc, je suis peut-être pas... Moi, je suis pas ingénieur en électricité. Honnêtement, je suis pas bon en électricité, mais quand les gens me parlent d'électricité, je vais avoir une oreille attentive, je veux quand même apprendre. Puis ce qu'on demande à nos gens, c'est qu'ils aient cette ouverture-là. Qu'ils soient très spécialisés dans un domaine, mais qu'ils soient très attentifs à ce qui se passe autour. Puis que cette relation-là... les gens sont très proches, là. On l'appelle notre petite famille, là, ils sont très proches, mais cette proximité-là amène à ce que les gens apprennent plus vite aussi parce qu'ils sont en contact avec les autres. Puis là, ça d'ailleurs, depuis 1 an, honnêtement, là, on travaille très bien à la maison. Là, on s'est adapté très vite au télétravail et tout, mais moi, la seule chose que je trouve plate dans notre entreprise, là, c'est... on n'a plus les conversations de la machine à café, comme on dit, et on n'a plus je suis en train de faire quelque chose, mais j'ai quand même 2 oreilles, puis là, j'entends quelqu'un dire « Hey, dans tel projet, je suis en train de vivre telle affaire », puis là, hey, attends un peu, là, moi, je l'ai vécu, je vais t'aider. Donc là, on est plus cloisonné, on vit plus avec nos petites affaires, puis oui, on va demander de l'aide aux voisins puis aux amis qui nous entourent dans la compagnie, là, mais... Les voisins, ils sont rendus à plusieurs... ils sont rendus loin. Ils sont rendus loin, puis on les entend pas. Donc, moi, c'est juste ça que je trouve plate. J'ai hâte qu'on retourne au bureau d'une certaine... Mais j'aimerais ça, Miguel, qu'on en parle dans la partie 2 de la rencontre. Fait on va prendre une petite pause. Avant tout, j'aimerais ça, premièrement, te remercier pour là. On va poursuivre l'entrevue pour la seconde partie de cet épisode-là. J'aimerais remercier nos commanditaires, La Joie, qui nous permet de faire en sorte que le podcast existe. Donc, La Joie, qui est une entreprise agent manufacturier en équipement de plomberie pour... tout ce qui est commercial, résidentiel. Fait que si jamais vous avez besoin d'un coup de main, allez là-dessus. Vous aurez peut-être la chance de me rencontrer dessus, malgré que je suis très occupé, mais vous allez voir. Sinon, on a toute une équipe de service à la clientèle. J'aimerais également remercier Bugatti qui offre les cadeaux pour... les invités. Donc, merci beaucoup. Puis, on se voit la semaine prochaine avec la partie 2 avec Miguel de Embionnaire. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Salut.